Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout qu'on a eu un week-end extraordinaire. Extraordinairement flat, il ne s'est rien passé. Globalement, on a la représentation de ce que pourrait être la semaine qui arrive, et sur une fin d'année qui est plutôt cohérente par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Pas forcément dans les années de bull run, mais dans les années classiques où, en effet, sur une fin d'année, il ne se passe pas grand-chose. Surtout la semaine entre Noël et Nouvel An, qui est généralement une semaine où le marché asiatique est fermé, où globalement, il se passe pas grand-chose. Malgré ça, vous allez voir que ce sont des moments qui sont propices pour potentiellement affiner votre stratégie et certainement aller structurer des achats sur certains alts. On va en parler un petit peu après parce que BTC a une pattern qui est très particulière. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Mais avant, je pense qu'il est important de parler de la grosse nouvelle d'aujourd'hui, qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Je vous ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, que vous allez retrouver à la fin de cette vidéo sur l'USDT, ce qui se passe concrètement. Pour faire simple, l'Union européenne a lancé le cadre MiCA. MiCA qui est une réglementation très forte et qui impose aux stablecoins un certain nombre de règles. Tether ne va pas en fait respecter ces règles-là, et donc il y a un ensemble d'exchanges qui respectent la loi MiCA, qui sont dans la réglementation européenne, ils vont délister tout simplement l'USDT. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est déjà pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a beaucoup de FUD autour de Tether, vous êtes nombreux à me poser beaucoup de questions, et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que j'en réponds à beaucoup de questions sur mon Instagram directement sous une forme de story. Si jamais ça vous intéresse, posez les questions en commentaire, j'en sélectionne tous les jours et je les poste au fur et à mesure directement sur mon Instagram. Bref, tout ça pour vous dire que l'USDT, il y a toujours beaucoup de FUD. Et ça a toujours été comme ça. Ça, c'est une réalité. Quasiment tous les 6 mois, on a des mises en place de FUD extrêmes autour de Tether, où globalement, là, on est en train de nous expliquer que peut-être Tether sera en train de décrocher si jamais tous les exchanges européens retiraient MiCA. Alors, oui et non, encore une fois, c'est toujours le même principe. Je ne pense pas que Tether va bouger, même d'un centimètre. Et qui sont les personnes qui poussent ce FUD-là? On va voir Crypto, on va avoir le CEO de Coinbase, on va voir certains acteurs qui sont quand même relativement proches de quoi? De USDC, de Circle. Donc forcément un concurrent de Tether. Mais ça c'est classique. C'est vraiment la même représentation, donc on prend un maximum de recul. Et pour répondre à tous ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour l'USDT, je vous invite à regarder la vidéo en fin de cette vidéo-là, la vidéo que j'ai faite exprès sur l'USDT pour bien comprendre que globalement, vous allez avoir pas grand-chose à faire, même si c'est une légère, même si c'est un sexe, et comprenez bien que c'est pour l'Union européenne, mais pas l'Europe en général. Si vous êtes suisse, vous n'avez rien à faire. Et il est même probable qu'il ne se passe strictement rien aujourd'hui, ni dans les jours qui arrivent, parce que globalement, quand on regarde le calendrier, même si l'application, ça va être décembre 2024, on voit qu'on a 18 mois de phase de transition, mais ça reste une phase de transition. Phase de transition veut dire qu'on doit transitionner vers la totalité de l'application MiCA. Et l'application MiCA n'est pas juste liée à l'USDT. D'accord? Donc, pour moi, on va avoir un mix des deux. On va en avoir certains qui vont réagir tout de suite. On a bien vu Coinbase qui a réagi bien en amont. On va en avoir d'autres qui vont certainement traîner un peu la patte parce que c'est quand même compliqué comme transition. Faites juste attention à vos positions que vous avez en trading et en levier, dans lequel vous pouvez avoir une transformation de l'USDT vers USDC qui peut être automatique et parfois non. Et donc, il va falloir vérifier au fur et à mesure et surtout poser des questions aux exchanges dans lesquels vous êtes. Et si jamais vous êtes dans un exchange qui n'est pas SAN, qui n'est pas dans une volonté de se réglementer à MiCA, il n'y a pas de passage à l'USDT. C'est le cas par exemple pour Bluffin, BingX ou BitGet, qui sont des exchanges qui sont hors justement MiCA, et donc eux vont continuer à utiliser l'USDT tant qu'ils se conformeront pas à MiCA. Bon, comme je vous ai dit, il s'est pas passé grand-chose. Pas passé grand-chose sur le Nasdaq, le S&P 500, on voit bien la réouverture qui est relativement molle, mais encore une fois, le marché américain n'est pas ouvert. Ça va être intéressant de voir. On sait que nous avons la Chine qui va être férié mercredi pour le 1er janvier, mais ça va pas être que la Chine. Je pense qu'on va avoir un marché qui va être relativement flat. On ne voit rien lundi parce qu'il ne se passe rien lundi. Pareil pour mardi, on a vite fait des PMI, mais c'est vraiment faible. Globalement, je pense qu'on va avoir pas grand chose, et même les nouvelles de fin de semaine
sont relativement faibles, ne vont pas faire bouger beaucoup le marché américain, donc assez peu de mouvements, Nasdaq, S&P 500 peut-être un petit peu, mais donc ça ne va pas influencer les cryptos. Et les cryptos, clairement, quand on regarde le Total 3, on voit bien que la semaine a eu beaucoup de volatilité, mais somme toute, on a clôturé quasiment au même endroit du début de la semaine, donc on a fait un calme plat si on retire la volatilité hebdomadaire. C'est très important de le voir. Pareil, là on voit que sur ce début de semaine, on a un petit mouvement mais très faible, donc globalement, assez peu, je pense, de volatilité sur cette semaine. Pareil sur la totalité des autres cryptos, donc qui sont pas dans le top 10. On voit qu'on a eu un petit peu plus de volatilité et surtout un petit mouvement qui était un petit peu plus haussier, qui est plutôt bénéfique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a potentiellement la reprise de certaines altes qui sont en train de restructurer le marché. Alors là, en l'occurrence, on parle de toutes les autres cryptos qui ne sont pas dans le top 10, et donc on parle d'une petite portion microscopique du total market de l'ensemble des cryptos. D'accord? Faut bien prendre en considération que c'est vraiment un pourcentage qui est très faible. Donc il ne va pas avoir de changement drastique sur le total market cap. Par contre, c'est un bon début, ça veut dire qu'on est en train de structurer des choses, notamment pour janvier. N'oubliez pas, vous ne jouez pas le court terme, on joue Q1, Q2 2025, qui sont les périodes d'hyper-expansion qu'on attend globalement au niveau de BTC et au niveau des altcoins. BTC, on a déjà eu des phases d'hyper-expansion, je pense qu'on peut aller en chercher plus, on va le voir dans quelques instants, mais on ne cherche pas le court terme. Et le court terme, par contre, peut nous offrir des belles opportunités. Peut nous offrir des belles opportunités d'aller chercher plus bas. Alors là-dessus, il y a deux choses à voir. Premièrement, c'est quand on regarde en daily, notamment sur le CME, on voit une divergence qui est haussière, divergence qui est déjà là depuis un certain temps, où on a un RSI qui est en train de s'enfoncer, donc c'est-à-dire un momentum qui est en train de diminuer, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'on n'est pas en surchauffe, on n'est pas dans une phase d'hyper-expansion, et c'est quelque chose que l'on a déjà vu si on dézoome, hop, ici, on voit bien que quand on a fait un top ici local, on a eu un momentum chuté pour ensuite repartir à la hausse petit à petit avec une réaccélération du cours. D'accord? Donc le fait d'avoir ici ce momentum qui baisse, c'est positif, ça veut dire qu'on est bien dans une phase de retracement, de respiration. Au niveau des 100 000 $, on a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc là, on a un élément qui est plutôt positif, ça veut dire que quand on regarde réellement le cœur des bougies, on voit que on est bien dans cette dynamique qui est plutôt haussière au niveau des bas, alors que on a bien ici une dynamique baissière au niveau du RSI, donc on a bien une divergence haussière. Donc on a une volonté d'aller chercher plus haut. Alors ce qui est intéressant, c'est justement de se poser la question, jusqu'où, comment, qu'est-ce qui peut driver encore une réaccélération? On a toujours notre ami Michael Saylor qui continue à acheter, le dernier achat date du 23 décembre, on en a parlé avec une valeur quand même de 561 millions de dollars qui ont été achetés. Alors on voit bien évidemment que ces dernières positions sont en négatif, mais on voit surtout qu'on a beaucoup d'achats qui s'effectuent dans cette zone-là, donc c'est-à-dire dans la zone des 100 000 $, avec une volonté systématiquement de pousser le cours de plus en plus haut. Ça c'est une chose, on sait que BTC va être drivé de cette façon-là, et on n'est pas les seuls à savoir. C'est que quand on regarde les différents stratégistes, notamment Wintermute, qui sont spécialisés justement dans la crypto-monnaie, les analystes expliquent que la politique de MicroStrategy avec la politique de levier de MicroStrategy poussée par Michael Saylor et les différents ETF vont faire qu'on va avoir une raréfication du nombre de BTC dans les pools ETC. Et si je dois vous traduire ça très rapidement, ça veut dire concrètement qu'il va y avoir de moins en moins de BTC disponibles pour des acheteurs comme MicroStrategy, comme Metaplanet, comme Mara, comme Riot, qui suivent la démarche de MicroStrategy. Pareil, Coinbase, à un moment donné, risque d'avoir moins de BTC à proposer à ses ETF. Et donc cette rupture va entraîner certainement une réaccélération au niveau de BTC. Et c'est cette phase d'hyper-accélération que l'on attend, si on dézoome, qui ressemble un petit peu à ce que l'on a pu vivre déjà historiquement. D'accord ? Ici, grosse latéralisation, explosion, latéralisation, explosion, latéralisation, explosion. D'accord ? Là-dessus, on a quand même une démarche qui est à peu près identique au niveau de BTC depuis déjà un certain temps, depuis même à partir du moment où on a eu la chute de SVB, donc en 2023, où on a bien vu qu'on a une démarche structurelle au niveau de BTC qui est à peu près identique. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il faut bien comprendre que là, c'est la représentation de ce qu'on a par rapport à MicroStrategy, aux ETF. Si vous avez écouté ma vidéo de samedi, à ce moment-là, vous avez compris quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas parce que maintenant on a un momentum qui est haussier et que tout le monde achète du BTC, que lorsque BTC commencera à chuter, les ETF continueront à acheter. Non, les ETF
sortiront du capital. Peut-être même MicroStrategy, peut-être même Mara, Riot, Metaplanet. On ne sait pas si la démarche, qui est entamée maintenant, résistera à une chute forte de BTC. Ça, c'est encore une incertitude, et c'est le même principe de la prochaine nouvelle, c'est on a une incertitude sur oui ou non, est-ce qu'on a un gouvernement qui est réellement pro-crypto? Est-ce qu'on a aussi des chambres de députés aux USA qui sont pro-crypto? On sait qu'ils sont républicains, c'est une chose. On sait qu'on a quand même un certain nombre de pro-crypto qui sont rentrés, mais est-ce que c'est suffisant? Et la première chose que l'on va pouvoir voir maintenant, c'est est-ce que oui ou non on va avoir le Congrès américain qui va bloquer la définition de certaines applications DeFi comme étant des brokers. Ça c'est très important parce qu'il y a une règle au niveau de l'IRS aux USA qui définit certains protocoles de DeFi comme étant des brokers, et donc ça veut dire qu'ils rentrent dans une classe plutôt classique ici de securities et non pas d'autres choses, et donc il n'y a pas de place par rapport à la crypto, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui vont être très compliquées et qui vont limite être non applicables pour la finance décentralisée. Pour rappel, la DeFi, la finance décentralisée, c'est une finance qui n'est pas gérée par une personne. C'est un ensemble d'utilisateurs, généralement anonymes, qui votent pour les différents développements et qui financent les développements de la plateforme pour pouvoir le faire à travers une DAO, une organisation décentralisée autonome. C'est le principe de la finance décentralisée, c'est que il y a un développement qui continue et qui évolue petit à petit. Et c'est peut-être même quelque chose qui va évoluer beaucoup plus dans les années à venir. Je pense qu'on va voir quand même pas mal de choses. Au niveau de BTC court terme, tout ça pour vous dire que oui, on voit le long terme, mais il faut comprendre un petit peu les opportunités qu'on va nous donner sur le court terme. Là-dessus, il y a deux scénarios. Et c'est pour ça que là, on est dans une zone d'incertitude. On est dans une zone où les deux scénarios ont autant de probabilités de se faire l'une que l'autre. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir voir les deux scénarios pour comprendre ce qui va se passer. Première chose, et premier scénario, qui est pour moi le plus probable, mais qui est aussi le plus bullish. Le plus bullish serait d'avoir une accélération assez rapide pour aller liquider ces liquidités ici, puis aller chercher les liquidités qui se trouvent là, voire un petit peu plus bas, pourquoi pas, ravaler la mèche, et ensuite on repartirait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez l'habitude de faire de week-off, vous voyez très bien que ici on est dans une forme d'accumulation. On est bien dans un SC, ST, ST, d'accord, donc on a bien une chute baissière, on a ici un retest haussier, retest baissier, le STB ou le Spring, mais une prise de liquidité pour repartir à la hausse. Généralement, quand ça arrive, on a une réaction très forte du marché pour repartir. Ça, c'est celle que j'aimerais bien voir ici, avec une tendance un petit peu baissière pour repartir assez fort début janvier. Mais l'autre probabilité, c'est que on est, si on regarde et on dézoome un petit peu, ici dans une première impulsion baissière, dans une phase de, hop, on va replacer ça, de bear flag pour aller chercher plus bas. C'est l'inverse de ce que l'on a connu ici. Nous avions, hop, un bull flag et nous avons eu une accélération haussière. Là, on est dans l'inverse, on a une baisse, consolidation, baisse derrière. Et ce qui serait plutôt logique, si on dézoome un petit peu, hop, qu'on prend en daily, on va juste peut-être rezoomer un petit peu, on aurait une chute, un retracement, et une deuxième chute, qui est plutôt classique, un A, B, C, sur une continuité baissière, court terme, avant de repartir à la hausse. La C peut être très courte, on peut juste aller retester potentiellement les 88 000 ici, dans lequel on a quand même pas mal d'attrait en fait à aller chercher cette zone-là avant de repartir à la hausse. Les deux scénarios en fait actuellement sont à peu près identiques. Pour moi, je pense qu'on va aller chercher vraiment cette liquidité ici. Alors, oui, il y a un scénario où on a une accumulation sans repartir rapidement chercher la liquidité et on irait directement en accélération. Je pense pas que ça va être le cas, on voit une faiblesse du cours déjà depuis un certain temps, et quand on regarde un petit peu les niveaux de liquidation, on sait très bien qu'on a beaucoup de niveaux de liquidation au niveau des 92, au niveau des 90, et un petit peu en dessous, d'accord? Ici, on a beaucoup de liquidités qui est en attente, et forcément, quand on a beaucoup de liquidités, on a envie d'aller chercher ces liquidités, le cours a besoin même d'aller chercher ces liquidités pour avoir une réaction forte du cours, et justement, quand on va chercher ces liquidités, on ravale la bougie et qu'on a une bougie très forte en sortie, ça c'est un mouvement que l'on aime voir. Ça veut dire qu'on a de la puissance au niveau du cours. Ça veut dire qu'on maintient des zones. Là actuellement, à chaque fois qu'on retourne dans des niveaux de liquidité, que ce soit ici, on voit bien les réactions qui sont très faibles. Toute petite réaction, et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment une grosse réaction qui ravale au moins, par exemple, si on chute comme ça et qu'on repart, on ravale au moins les 95,
voire peut-être même les 97, là on aura un mouvement qui sera suffisamment fort pour nous porter justement sur une rupture des 100 000 $ et derrière consolider enfin au-dessus des 100 000 $, parce que si on regarde, en fait on a passé quand même la majorité du temps en dessous, et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on est en train de raccumuler en dessous pour pouvoir repartir. Et c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement d'ailleurs en 2021, suite au China Ban, où quand on cassait en fait la résistance, on voyait bien qu'on retravaillait systématiquement en dessous pour repartir, et repartir dans des phases d'accélération, et c'est un petit peu ce que l'on voit ici. L'autre point important, toujours dans ces niveaux-là, c'est que quand on regarde les ordres qui sont déposés, là ce sont les ordres qui sont notamment sur Binance, on voit qu'on a un panel d'ordre énorme au niveau des 92 000, donc au niveau de ces bougies-là, plutôt classiques, et quand on descend un petit peu plus, on voit qu'au niveau des 90 000, on a vraiment beaucoup d'ordre. On avait un petit peu, ça avait diminué avec une grosse pool d'ordre qui était là, ça a diminué, et ça, on voit que c'est en train de se redensifier, et je pense que plus on va se diriger dans ces zones-là, plus ça va se densifier, donc ce sera racheté, et je pense qu'on aura vraiment une très grosse réaction dessus. Et c'est un petit peu le scénario que je privilégie à l'heure actuelle. À voir si oui ou non j'aurai raison, et ce qui va être aussi important de voir, c'est quels vont être les flots que l'on va retrouver au niveau des différents ETF. Pour moi, c'est aussi un des moteurs que l'on va voir, MicroStrategy en est un. Le retour du marché américain et asiatique vont être importants aussi, et donc c'est cet ensemble-là actuellement, on est juste en train de préparer le 6 janvier. On est en train de préparer le redépart du marché, le mois de janvier de 2025, et mois de janvier dans lequel le 20 janvier on va avoir l'investiture de Trump. Suite à l'investiture de Trump, on va avoir 90 jours, je pense, de nouvelles intensives au niveau des USA qui peuvent être positives ou négatives, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les cryptos, ou peut-être même les deux. Et ça va être un Q1 2025 qui va être très important, qui va être très fort en émotion, et il faut être impérativement préparé. Si c'est pas votre cas, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous avez un guide 100% gratuit qui va vous aider, dans lequel vous allez avoir une stratégie d'achat, une stratégie de renforcement, une stratégie de vente, bref, tout pour pouvoir aborder ce bull run de façon sereine, et c'est 100% gratuit en commentaire en description. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en commentaire, et je sélectionnerai les questions les plus importantes pour y répondre directement sur Instagram. Et si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le, parce que vous allez avoir du contenu exclusif, certainement dans les jours qui arrivent, donc surtout ne loupez pas ça, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.